que premier pays fournisseur mondial, ou du moins en tant que premier fournisseur mondial de cobalt des producteurs majeurs de lithium, de tantal et d'uranium. Les ressources de la République démocratique du Congo sont essentielles à la compétitivité industrielle et la sécurité nationale des États-Unis. Peut-on lire justement dans la lettre d'un groupe d'entreprises afro-américaines faisant pression justement en faveur du Congo, un partenariat qui offre aujourd'hui une opportunité unique aux États-Unis d'établir une chaîne d'approvisionnement fiable et exclusive. Alors, un accord minier en contrepartie, un soutien militaire américain pour Kinshasa. Est-ce un deal gagnant-gagnant chez Lawson? Peut-on donner raison à ceux qui évoquent aujourd'hui un accord de type ukrainien au regard de ce que sollicite également l'administration Trump à Volodymyr Zelensky du côté de l'Ukraine? En fait, on a le sentiment que les autorités congolaises, dans leur incurie, dans leur manque de projection, dans leur incompétence d'avoir l'heure juste sur les enjeux géopolitiques, géoéconomiques du Congo, le fait de n'avoir pas réussi à préparer, à assurer une défense à la hauteur des richesses énormes de ce pays, sont pris un peu dans un traquenard où ils sont pour pouvoir se sauver leur pouvoir, sauver leur administration. Eh bien, ils sont en train de se vendre au plus offrant. Vous savez que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Déjà, le président Tshisekedi, lors de la conférence États-Unis-Afrique, où Joe Biden a rencontré l'ensemble des leaders africains, il s'était déjà comporté comme un bébé, puisqu'il pleurait même à chaudes larmes quand il y avait eu des inondations au Congo. Et donc, l'idée de sous-traiter le Congo en tant que pays aux Américains, le président Tshisekedi est en plein là-dedans. Et il vient tout simplement encore de donner encore plus, de livrer davantage le Congo aux Américains de façon à ce que, on puisse sauver son administration. Alors, on ne sent pas que le gouvernement congolais est dans une vraie stratégie, dans une vraie vision, dans une planification en termes de levée de puissance, d'intégrer cette richesse dans une forme de surplomb en termes de projection stratégique. On a l'impression tout simplement qu'ils sont dans la logique d'une forme de politique comprador, qui vient du portugais, qui veut dire tout simplement butin. Et donc, le fait qu'eux-mêmes n'ont pas une vision, une stratégie, ils veulent tout simplement jouer un peu aux propriétaires à qui on livre ces entreprises, on livre ces minerais-là aux entreprises américaines. En contrepartie, ils vont nous protéger, ils vont nous payer des prébendes et nous, nous serons tout simplement en train de profiter de ça. Et c'est ça, la petite politique qu'on voudrait, qu'on dénonce en tant que panafricaniste. On ne peut pas vendre les minerais comme ça parce que les entreprises américaines ont une stratégie. Ils sont dans une vision. Ils ont une planification, ils ont une projection de puissance et ils ont besoin des matières premières pour pouvoir le faire. Mais le système capitaliste voudrait que ces matières premières, ils puissent les avoir à bon marché ou même pratiquement gratuitement, puisque dans le cas d'espèces, ils vont en contrepartie offrir, n'est-ce pas, des garanties de sécurité et ils ont les minerais gratuitement. Et donc, c'est eux qui vont s'enrichir énormément. Et en contrepartie, ils maintiennent une administration complètement paresseuse, une administration incompétente, et ils ne sont pas dans la logique réellement de changer les fondements, les structures fondamentales de l'économie et du développement du Congo. Je voudrais également attirer l'attention des téléspectateurs sur le fait que cette forme
n'est-ce pas, de sous-traitement de l'indépendance de la souveraineté d'un pays, de ses richesses, à une puissance impérialiste qui veut garder son hégémonie dans le monde, ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis les années pré-indépendance, où Einstein avait écrit une lettre au président américain pour lui dire que le futur, en tout cas, de la puissance militaire sera l'arme nucléaire, mais c'est au Congo qu'on trouve les gisements les plus importants de l'uranium. Il faudrait qu'il fasse tout pour mettre la main sur le Congo. Cela a amené à l'intervention de la CIA jusqu'à l'assassinat du président du Premier ministre Lumumba, puisqu'on le soupçonnait de communisme, et donc il ne fallait pas du tout que les Russes mettent la main sur les richesses du Congo. On a vu que depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un réel plan de développement, il n'y a pas eu un réel plan, n'est-ce pas, de sécurisation du pays, d'infrastructures ou d'investissements importants pour les Congolais. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on a laissé ce pays-là aux multinationales qui organisent le chaos, n'est-ce pas, pas personne interposée, pas la corruption des autorités congolaises, pas des rébellions successives pour pouvoir s'accaparer, n'est-ce pas, des richesses du pays. Je terminerai pour dire que l'autre élément qu'on ne voit pas, eh bien, c'est ce conflit, n'est-ce pas, entre la Chine et les États-Unis pour pouvoir aussi avoir la main. Celui qui va contrôler les terres rares aura à décupler à l'exponentielle l'économie décarbonée du futur, où nous sommes en train d'entrer dans une forme d'économie où les éléments importants sont de plus en plus miniaturisés. Et donc, sur le plan militaire, sur le plan technologique, sur le plan des voitures électriques, le lithium et tout ça. Donc, dans cette économie-là, si vous n'avez pas les terres rares, vous ne pouvez pas être efficace. Donc, la Chine, qui a un besoin important de ces matières, essaie justement de pouvoir s'introduire dans la région, construire un chemin de fer qui va à l'océan Indien, qui permet de desservir le marché asiatique. Et de ce point de vue, Joe Biden, avant la fin de son mandat aussi, a débarqué en Angola, où il était dans la même logique de pouvoir investir énormément depuis l'Angola jusqu'au chemin de fer jusqu'au Congo, pour pouvoir également avoir un chemin d'approvisionnement sécurisé vers l'océan Atlantique pour pouvoir nourrir justement les entreprises américaines. Nous sommes donc dans ce conflit géopolitique, mais dans cela, c'est quoi le plan du Congo? C'est quoi le profit des Congolais? C'est quoi aujourd'hui la vision, n'est-ce pas, de transformation du Congo et partant de la région de l'Afrique? C'est la vraie question qu'il va falloir peut-être poser aux autorités congolaises. Mais est-ce que le contexte chez Lou Lawson n'y est pas pour beaucoup? On parle de l'avancée du M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités se doivent de trouver des solutions afin de faire face justement à cette offensive. Là, on leur propose une solution militaire. Est-ce qu'on ne peut pas prendre justement pour prétexte le contexte actuel pour justifier le fait qu'on ait fait recours aujourd'hui aux États-Unis? Puisque, selon bien sûr l'accord, en échange, les États-Unis fourniraient une formation et des équipements aux forces armées congolaises ainsi qu'une assistance directe en matière de sécurité. Ils auraient accès à des bases militaires pour protéger justement certaines ressources stratégiques. L'apport militaire de Washington peut-il être d'une efficacité certaine sur le terrain dans un contexte où on a souvent l'habitude de dire que les FARDC parfois ne sont pas mieux armés ou encore mieux outillés que les rebelles du M23 sur le terrain chez. Mon cher Nguéné, je pense que c'est une vraie question que vous posez, mais cette question-là renvoie à l'infantilisation des Africains, au racisme, à leur incapacité à gérer un pays, à avoir une vision stratégique sur les richesses de leur propre pays. On ne peut pas négocier le pistolet à la tempe. Ici, on crée une situation, vous voyez, une situation de guerre, une situation de violence, de chaos qui ne se justifie pas, qui, sur le plan
de l'ordre international ne peut pas s'expliquer ni se justifier. On voit l'hypocrisie de toutes les organisations internationales. On voit l'hypocrisie, n'est-ce pas, des États-Unis, de l'Europe. D'ailleurs, on comprend alors tout à fait que c'est eux qui sont derrière ce système de chaos pour pouvoir forcer le dos au mur les autorités congolaises à tout leur céder. Donc, c'est de bonne guerre. C'est une stratégie. Alors, la question aujourd'hui est de savoir est-ce que Tshisekedi veut sauver son pouvoir ou veut sauver le Congo. Ici, on a l'impression que ces accords ne permettent qu'à sauver son pouvoir à lui. Lorsqu'on aura donné le Congo aux Américains pour installer des bases militaires, pour dire qu'on forme les Congolais, etc., en réalité et en contrepartie, les entreprises américaines vont pouvoir disposer des énormes richesses du Congo. Dans ces conditions-là, on ne voit pas où l'issue intelligente, stratégique, l'issue bien calculée de cette démarche. Où est la souveraineté du peuple congolais? Par contre, si le Congo, les autorités ont un plan de développement du pays, d'industrialisation, ils ont une vision pour le bien-être des Congolais. Et donc, ils négocient avec des partenaires qui peuvent les aider à atteindre leurs objectifs dans les proportions, n'est-ce pas, des demandes ou de l'offre disponible. Dans ces conditions-là, on peut voir une démarche des gens qui ont la tête sur leurs épaules, qui ont une vraie stratégie, qui ont une vraie vision. Ici, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de vision. Il y a tout simplement à dire « Ah, nous sommes attaqués, venez nous sauver, prenez tout et sécurisez-nous. » Et entre-temps, nous, bon voilà, on jouit du pouvoir et on abandonne nos populations. Donc c'est complètement farfelu. Moi, je veux voir quand même des Congolais qui se lèvent, qui ont une vraie vision pour leur pays et qui assurent une posture souverainiste comme Lumumba l'a fait, et qu'ils arrivent avec un plan de développement et donc négocient en fonction de ce plan pour voir, par exemple, oui, mais pour l'instant, M. Chine, justement, le plan en question n'existe pas. On fait quoi dans les médias? À l'Est, on est attaqué. Qu'est-ce qui fait problème précisément? Est-ce l'accord? Parce que quand on vous écoute, on a l'impression que l'accord en lui-même ne pose pas problème, mais c'est le partenaire en face et sa crédibilité qui pose problème, M. Chine. Non, l'accord en lui-même pose problème. L'accord en lui-même, quand vous analysez l'accord, vous comprenez que ça pose problème. Dans la mesure où même la menace de guerre, oui, quand les bases militaires sont implantées sur le territoire congolais, c'est quoi leur objectif en réalité? C'est quoi leur objectif? Est-ce que c'est de protéger le Congo contre le Rwanda? Le Rwanda qui est une fabrication des Américains aussi. Il faut voir comment Bill Clinton s'est impliqué, n'est-ce pas, dans la guerre au Congo et qui a soutenu Paul Kagame et le président ougandais Yoweri Museveni. Ça a été une stratégie de Bill Clinton parce qu'à un moment donné, il fallait se débarrasser de Mobutu qui est aussi leur produit. Donc, on a l'impression qu'eux, ils sont des grands joueurs d'échiquier. Ils décident de jouer avec les Africains et donc ils montent une dictature en fonction de leurs intérêts. Quand ils voient que voilà, il y a un courant politique qui constitue leur menace, donc Lumumba constituait une menace, il fallait l'éliminer. Et on a monté, et je crois que les documentaires sont là, il y a les écrits, il y a les faits qui crédibilisent justement. Il y a eu des témoignages des membres de la CIA qui ont dit, voilà, nous avons contribué non seulement à éliminer Lumumba, mais à monter la dictature de Mobutu. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ce n'est que chaos, ce n'est que désordre, ce n'est que paupérisation après cette parenthèse ubuesque et fantasmagorique. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes acteurs sont revenus, ont provoqué donc la guerre, et cette guerre a amené justement le changement de régime avec Kabila. Puisque ce régime n'était pas dans la logique de ce que le Rwanda a été instrumentalisé pour faire, il y a eu encore assassinat. Jusqu'à ce que, bon voilà, par des accords entre les coulisses, on accepte donc la présidence de Tshisekedi. Donc, vous voyez, alors on a l'impression que le Congo
n'est pas du tout souverain. Le Congo n'a pas le contrôle sur son destin, sa destinée. Donc cet accord, en réalité, c'est un accord sans tête ni queue. C'est un accord qui est dans un angle complètement fermé, dans un angle aigu, et qui ne prend pas en considération vraiment les priorités, les orientations, les intérêts stratégiques du Congo. La menace, c'est quoi finalement? Si on répond à cette question, on pourra comprendre l'importance de l'implantation de cette sécurité. Alors, les Américains laissent leur poulain, qui est Kagame, attaquer le Congo. Ces mêmes Américains reviennent pour dire ben, on va vous sécuriser, voilà nos conditions, puisque vous êtes en guerre, vous n'avez pas le choix. On dit ok, prenez tout parce qu'on veut sauver notre tête, on leur donne tout. À la fin, c'est eux qui tirent leur épingle du jeu, et ça revient encore à la question que vous avez posée, à la thèse de la thématique, pour pouvoir contrer l'influence chinoise à travers ce chemin de fer de Lobito, depuis le Congo, passant par l'Angola, qui donne sur l'Atlantique et qui permet de nourrir les entreprises américaines. Vous savez que l'intelligence artificielle est, n'est-ce pas, le moteur, le carburant, n'est-ce pas, l'or noir de l'économie de demain. Et donc les terres rares, les voitures électriques, d'ailleurs, quand on voit toute la volonté de Elon Musk avec son entreprise de Tesla, qui veut des batteries, qui veut avoir le contrôle du lithium pour pouvoir contrôler, n'est-ce pas, le marché des voitures électriques dans le monde. Quand on voit l'importance justement de cette terre dans l'économie de demain, eh ben, on comprend tout simplement, on comprend que le Congo est dans un deal qu'on pourrait analyser sous forme d'un dîner de cons, puisqu'ils ne tirent pas du tout leur épingle du jeu. Vous voyez, par exemple, les terres rares, à quoi ça sert? Sur le plan électronique, on parle d'aimants puissants, des aimants qui sont utilisés dans des disques durs, dans les smartphones, dans les écrans LED. Alors, est-ce que on est toujours dans cette économie exploitatrice? On est dans une économie qui ne permet pas de faire la transformation sur place. Donc, les accords pourraient peut-être être comment on aide à changer structurellement l'économie du Congo. Et donc, ces matières qui sont exploitées, qui sont la propriété du Congo, doivent être transformées sur place pour créer, n'est-ce pas, pour permettre de résorber le chômage, de créer une chaîne de croissance économique pour que une certaine partie de cette chaîne, n'est-ce pas, industrielle puisse profiter au Congo. On n'est pas là, on est tout simplement pour dire ce gisement nous appartient, nous allons l'exploiter pour 50, 100 ans, et on est là. Donc ils sont en train complètement de vendre le pays, c'est une trahison de leur part pouvoir sauver leur peau. De toute façon, le peuple congolais aujourd'hui estimé à plus de 100 millions, est-ce qu'on a impliqué le peuple congolais dans ces accords? C'est quoi? Est-ce que le peuple congolais a donné son quitus pour que les minerais du pays soient sabordés aux intérêts étrangers pour les 100, 200 ou 300 années à venir? Donc, tous ces calculs ne sont pas pris en considération. L'énergie renouvelable, on sait comment les aimants, les terres rares permettent de produire des aimants, et ces aimants sont importants pour les éoliennes et les batteries de voitures électriques. Est-ce que le Congo en tire un profit? La question est non. On parle des investissements stratégiques avec la numérisation aujourd'hui de la technologie militaire. On parle de radars, on parle des capteurs, on parle de systèmes de guidage, d'avions de combat, sans pilote. Toute cette technologie, c'est quoi? C'est là où on fait de l'argent en réalité. C'est là où l'investissement permet de transformer l'économie, et ça permet de changer le niveau de vie des gens in fine. On n'en est pas là, on est tout simplement en train de dire... Mais là, on a l'impression que vous vous inscrivez dans le long terme, M. Ché, alors qu'on a besoin de solutions immédiates, compte tenu du contexte sécuritaire, M. Ché. Ben, le problème, c'est que le contrat vous engage pour combien? 100 ans, pour 200 ans. Vous voyez? Donc, quand vous sacrifiez l'urgence pour
des questions de considération alors que les thèmes du contrat vous engagent pour des années. Donc, vous ne pouvez pas changer ces contrats-là demain. Si vous le faites, c'est des procès, c'est des coups d'État, c'est le fait que ces bases militaires vont pouvoir se retourner contre vous d'une certaine manière parce qu'ils sont là, ces bases militaires sont là pourquoi? Pour protéger ces minerais qui sont la propriété désormais des Américains et protéger également les voies d'approvisionnement des entreprises américaines. Donc nous sommes dans un deal de con qui fait en sorte que c'est la personne ils ont provoqué ces violences, ils ont provoqué ces chaos pour créer le sentiment d'urgence. Donc c'est pourquoi je parle de négocier avec un pistolet sur la tempe pour que vous donniez tout. Une fois que vous auriez tout donné, vous n'êtes même pas sûr que vous serez encore là. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, vous porte préjudice demain, d'une certaine manière. Donc, de notre point de vue, sur le plan économique, c'est un très mauvais deal. Sur le plan politique, c'est un très mauvais deal. Et ces dirigeants montrent par ce fait leur incompétence, leur incapacité de projection dans l'avenir et également le fait d'aller vers des solutions réelles, des solutions durables pour protéger le Congo. Ça fait depuis avant même 1960 que le problème congolais est là. Pourquoi les États-Unis, s'ils étaient efficaces, n'ont pas pu faire la différence en termes de sécurité, en termes de gouvernance, de stabilité de gouvernance ou encore de bien-être des populations. Vous allez au Congo, vous êtes surpris, ce grand pays qui n'a même pas d'infrastructures, les infrastructures minimales. On parle de routes, d'autoroutes, on parle de ponts, on parle d'aéroports, on parle d'infrastructures pour pouvoir couvrir le territoire. On est là, donc on maintient le pays dans une forme d'État failli, d'État, je dirais, qui n'a pas les éléments de la puissance pour permettre justement aux multinationales de pouvoir en profiter. Nous sommes là un exemple concret de l'État du capitalisme, de l'illibéralisme d'une certaine manière. Et vous savez que le trumpisme, c'est justement ces formes de isme, voyez, pour pouvoir justement faire que l'Amérique reste puissante, dispose des ressources stratégiques dans le monde. Et nous, en tant qu'Africains, ou en tout cas les pays de provenance de ces richesses-là, on n'a que quelques dirigeants qui ont une fortune, ou qui sont d'ailleurs planqués dans les pays européens, et leurs populations sont en train de souffrir. Elles n'ont pas le minimum en termes de santé, d'éducation et tout ça. Donc, nous n'avons pas les dirigeants qu'il faut pour pouvoir faire la rupture ontologique, la rupture épistémologique pour positionner nos pays vers des sommets, une vision, n'est-ce pas, sur 100, 200 et 300 ans. On est dans des gens qui ont le nez dans le guidon et qui ne pensent qu'à leur ventre. Et d'ailleurs, il y a un bouquin qui le dit si bien, la politique en Afrique de point, l'État en Afrique de point, la politique du ventre. On est en plein dans cette politique du ventre, dans cette politique de bourgeoisie comprador, et qui, à mon point de vue, n'est pas la solution à la longue crise congolaise qui fait des reflux, n'est-ce pas? Et donc, on ne peut pas sacrifier l'urgence de la situation aujourd'hui pour dire, voilà, il faut vendre le pays, il faut soumettre le pays justement aux intérêts américains. Merci à vous.